Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du fait que 3 Mirage 2000-5 modifiés devraient être livrés par la France aux forces armées ukrainiennes en mars 2025. C'est une information rapportée par La Tribune et qui semble en tout point crédibilisée par les différentes annonces que l'on a entendues ces dernières semaines. D'un côté par la Direction Générale de l'Armement qui a annoncé faire des modifications sur les Mirage 2000-5F pour leur permettre de tirer des vecteurs air-sol, et ensuite par le ministre des Armées. Cette vidéo est disponible en multilangue, vous pouvez changer la langue juste en dessous et forcément le partager à l'international. Nous allons dans un premier temps regarder ces annonces et ces nouvelles capacités pour le Mirage 2000-5. Ensuite derrière nous poser la question de l'accélération de l'industrie de drones ukrainienne aidée notamment par l'Amérique qui vient d'annoncer 800 millions de dollars d'aide pour les aides longue portée. Et dans un troisième temps, comparer nos capacités industrielles modernes d'un point de vue aéronautique à celles qu'elles étaient à l'époque, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, et se demander si nous ne sommes pas en train de vivre un grand changement d'un point de vue militaire où les avions vont être de plus en plus sophistiqués, disponibles en moins de volume, et que cette absence de volume va se voir tout simplement compensée par The Rise of the Machine. Voilà, je vous ai fait une petite référence à la sci-fi. Vous l'aurez compris par l'arrivée des drones. Allez, jingle. Je ne vais pas revenir sur le Mirage 2000-5, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, sa capacité à faire de la défense aérienne et également sa base actuelle d'affectation, Luxeuil. La version modifiée devrait pouvoir emmener du Scalp, donc ce missile de croisière qui peut atteindre plusieurs centaines de kilomètres mais qui nécessite d'être tiré par un vecteur aérien. L'armée de l'air et de l'espace a la capacité à prendre par exemple 2 Scalp sur un Mirage 2000, à voir s'ils en prendront un, comme les Rafales marines, ou 2 à chaque fois. Problématique dans ce cas-là, le nombre de scalps disponibles, il y en avait plusieurs centaines de commandés à l'époque, à voir combien nous avons capacité à en livrer à l'Ukraine et quelles sont nos capacités derrière de fabrication de missiles scalp, sachant qu'il semblerait que nos capacités de fabrication soient moindres que les capacités à tirer du scalp, surtout si nous nous retrouvons avec une flotte de Mirage 2000 et une flotte de Sukhoi 24 qui ont capacité tous à être vecteurs, comme on dit, scalp. Même chose pour la 2SM, excellente munition, que j'ai eu l'opportunité de tirer au combat, qui est extrêmement précise et surtout qui permet de rester à distance des volumes d'engagement adverses. Il y a un petit kit d'augmentation de portée qui vient allumer à l'arrière et transformer votre bombe binaire en une bombe qui va pouvoir se propulser et c'est extrêmement fiable, extrêmement efficace et surtout vous pouvez en tirer plusieurs d'un coup sans avoir à vous rapprocher pour guider l'armement. Donc c'est exactement le type d'armement qu'il vous faut à l'heure actuelle en Ukraine. Là encore une fois, il était annoncé que la France en livrerait 50 par mois des A2SM. Plusieurs sont régulièrement tirés, notamment par des MiG-29. Regardez cet avion qui a plus de 70 bombes tirées. Là encore, c'est bien de livrer des vecteurs supplémentaires, à voir si nos capacités à fournir de la munition suivent, sachant que nous avions déjà un format d'armée français taillé au plus juste. J'ai personnellement vécu le manque d'A2SM lors d'opérations de combat. Ça vous donne une petite idée de la réalité des faits. À côté de ça, la guerre électronique sera améliorée. Il est également précisé que le Mirage 2000 aura son canon de 30 mm. Il est peu réaliste d'envoyer du Mirage 2000 faire de la passe canon, surtout si vous n'en donnez que 3. Forcément, vous ne voulez pas les perdre, donc vous voulez rester le plus stand-off, le plus à distance possible
des menaces adverses. À côté de tout ça, c'est à Nancy que se fera la formation, c'est annoncé de manière officielle, ils n'essayent pas de le cacher, la formation en cours des pilotes et des mécaniciens. Pourquoi à Nancy? Avant c'était à Orange, dans le sud-est de la France, mais Orange est récemment passé sur Rafale, après avoir été mis en sommeil quelques mois. À Orange, vous aviez formation sur Mirage 2000B, ces 2000B sont partis à Nancy, Nancy où vous avez les 2000D, qui sont le gros de la flotte française de Mirage 2000, qui ont encore des beaux jours devant eux grâce à la rénovation à mi-vie. Et donc c'est là-bas que les mécaniciens, indispensables pour la mise en œuvre de ces monomoteurs avec le M53, sont formés et les pilotes également. À noter que si vous voulez faire de vos pilotes des cracks, des as du combat aérien longue portée, cela vous prendre des mois, surtout s'ils ont peu d'expérience, et il semblerait que dans les cursus de formation, ce soit plutôt des jeunes qui sont envoyés. Si maintenant vous voulez en faire des camions à bombes, des vecteurs à tir scalp ou à vecteurs à 2SM, il faut être franc, ça va beaucoup plus vite. Pas besoin de leur apprendre à ravitailler, pas besoin forcément de leur apprendre à faire de la circulation aérienne complexe dans des espaces réglementés. Donc vous pouvez vraiment choisir les unités de valeur, les matières, si vous préférez, auxquelles vous formez vos pilotes et créer un curriculum sur mesure afin de les amener à un niveau opérationnel dans les matières où ils vont être envoyés au combat, qui soit le plus efficace possible. Et en quelques mois, je dis bien il faut plusieurs mois sur la machine, vous allez pouvoir avoir un retour sur investissement qui va être intéressant. Encore une fois, aucune logique à vouloir envoyer au combat ou face à des Sukhoi ces Mirage 2000. Dans un premier temps, il faut acquérir de l'expérience en maintenance, en utilisation du vecteur, en protection, pourquoi pas de l'espace aérien, et après dans ces missions où vous choisissez quand vous attaquez, parce qu'il n'y a personne dans l'espace aérien, vous allez tirer vos scalps, vous atteignez votre point en territoire ukrainien de tir, vous faites votre checklist, vous ouvrez le feu, vous faites demi-tour, vous rentrez. Pour la 2SM, pareil, vous atteignez le point de pop-up, vous mettez pleine post-combustion, on grimpe, là, éventuellement vous êtes détecté par la chasse adverse, mais vous montez tellement vite que vous atteignez votre altitude de tir en quelques secondes, vous tirez tous vos A2SM d'un coup, demi-tour toutes, vous rentrez à la base en redescendant par la basse altitude, de manière à diffiter, comme on dit, à faire louper des missiles adverses s'ils vous avaient pris en compte, ce qui dans le temps où vous êtes vraiment visible est quand même peu probable. Donc ça, il y a une bonne capacité à durer au combat, à gagner en expérience. Maintenant, encore une fois, attention, 3 Mirage 2000 sur 1200 km de front, on est dans la goutte d'eau, mais la multiplication des gouttes d'eau à terme peut avoir un impact. On avait attiré l'attention sur le fait qu'avoir trop d'avions différents était un souci d'un point de vue logistique, d'un point de vue RH, c'est toujours le cas. Maintenant, il semblerait que la volonté soit d'envoyer plutôt des pilotes ab initio directement sur ces flottes-là, même si ça vous fait perdre en souplesse RH. Dans une logique à très long terme, cela peut faire du sens. On parlait d'ailleurs il y a plus d'un an, dans Au-delà de l'Ukraine, de la nécessité de visualiser à long terme ce vers quoi on veut amener l'armée de l'air ukrainienne. Là, on peut voir une certaine cohérence présente s'il y a capacité à terme de faire grossir la flotte de Mirage 2000. En France, nous n'avons pas un nombre très important de Mirage 2000. D'ailleurs, en 2021, certains ont été vendus à l'Inde qui les récupérait pour pièces, et l'Inde qui s'intéresse également au Mirage 2000 export, bientôt disponible sur le marché grec, mais également qatari. L'Inde, membre des BRICS, à voir si donc ce marché export se fait siphonner, si je puis dire, par l'Inde qui a des gros besoins d'aviation militaire, ou s'il y a capacité à utiliser le marché export pour derrière injecter tout ça en Ukraine. L'histoire nous le dira. À l'heure actuelle, en source ouverte, on n'a pas plus d'informations. En introduction, je vous parlais de nos capacités de production. À l'heure actuelle, il faut être franc, en Occident, nous n'avons pas une grosse capacité à sortir de l'avion de combat. Et cette capacité n'est pas vraiment en train d'accélérer, malgré un discours politique assez ambigu sur le sujet. Je vais vous donner 2-3 chiffres que j'aime bien utiliser. En 1940, les États-Unis ont fabriqué 3611 aéronefs, dont 1771 de combat. En 1944, 4 ans après, ils en ont sorti 96 270 dans l'année, dont 74 564 de combat. Et 38 848 chasseurs. Ça, c'est du volume, ça parle et ça permet de gagner des guerres. Quand vous sortez 2 à 3 avions de chasse tous les mois, 11 mois par an, forcément, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Eh bien, les avions sont désormais beaucoup plus complexes, le temps de formation des pilotes est beaucoup plus long et vous n'avez plus du tout la même capacité à accélérer. Il semblerait même que nous n'ayons plus la volonté à accélérer.
Donc pendant plusieurs années sur cette chaîne, on en a parlé, on s'est dit bah c'est dommage, c'est gênant, il faudra peut-être faire quelque chose, et on voit clairement que personne ne fait vraiment grand-chose sur le sujet. Et c'est là où les dernières annonces américaines et les capacités de l'industrie ukrainienne, mais également russe, car ils font pareil, et même iranienne, car c'est même eux un peu les précurseurs à cause des sanctions. Je vous rappelle qu'en 2016, j'avais intercepté des drones iraniens qui étaient assez impressionnants déjà dans le Golfe. Eh bien, c'est de voir cette volonté affichée par les Américains dans le Pacifique, d'aller vers des flottes d'aéronefs non pilotés, mais également ces 800 millions de dollars d'aide que les Américains viennent de promettre pour les drones longue distance ukrainiens. À côté de ça, les Britanniques vont livrer également des centaines de drones pour aider la protection des navires marchands et du couloir maritime du grain, qui est actuellement un petit peu attaqué par les Russes. Et à côté de ça, alors qu'on parlait d'avions de combat, rappelez-vous, un MiG-29 a été perdu lors de l'interception d'un Shahed 136 en Ukraine, maintenant on a des armements drones anti-drones comme le Sting qui arrive sur le marché et qui aurait une capacité à intercepter jusqu'à 3000 mètres et à accélérer aux alentours des 160-200 km/h. On pourrait donc avoir des drones qui interceptent des drones plutôt qu'utiliser des MiG-29 ou même des Mirage 2000 comme il était question il y a encore un an. À côté de ça, il faut être franc, c'est pas encore à 100% opérationnel, il y a de tout. Vous voyez par exemple ce MiG-24 qui fait de l'interception de jour. Et si vous vous posez la question pourquoi ils envoient des Shahed 136 de jour en patrouille, eh bien une des réponses c'est qu'ils les utilisent différemment aussi, ça évolue très vite de ce côté-là, et vous avez maintenant de la reconnaissance qui est faite par ces Shahed, qui ont de la 4G, qui ont des caméras et qui permettent comme ça de donner de la data en temps réel aux Russes. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Il semblerait que notre industrie de défense est en train d'aller vers des grands écarts. Je vous la fais très simple. Vous avez votre industrie d'armement. Vous avez des avions de chasse de haute technologie qui sont de plus en plus chers, mais de plus en plus performants, donc vous en avez de moins en moins. Et là, on manque complètement de masse. Et il semblerait qu'on puisse venir compenser cette absence de masse par une utilisation ultra massive de drones. Drones de toute taille, drones de plus en plus gros, et drones qui, grâce à la guerre, malheureusement, sont en train d'accélérer et de montrer des domaines de compétences sur lesquels, eh bien, tout simplement, les nations occidentales n'osaient pas forcément mettre trop de budget il y a encore quelques années. Ce qui traditionnellement était un Mirage 3, ou voire même un Mirage 2000C ou un Mirage 2000D, remplacé d'ici quelques années par des drones, il semblerait qu'on y prenne le chemin, non pas forcément parce qu'on a envie, mais parce que nos industries de défense ne réaccélèrent pas sur la fabrication d'avions dits de 4e génération, et qu'il va beaucoup plus vite de fabriquer un gros drone et de former son opérateur que de fabriquer un avion de 4e ou 4.5e génération, former son personnel, le maintenir en condition opérationnelle et le mettre en œuvre. Dans le delta d'Ukraine, on parlait de l'importance de la dissuasion en 3D. La dissuasion nucléaire dont nous disposons en France, la dissuasion conventionnelle dont on n'entendait pas du tout parler et dont le ministre des Armées a commencé à évoquer le terme ces dernières semaines dans ses interviews, et la troisième dissuasion dont je n'entends toujours pas parler dans les médias, qui est la dissuasion industrielle. Dissuasion qu'il nous manque encore, même si les discours sont là, mais qu'il devient urgent de recréer, car il faut être franc, quand vous vous annoncez en grande pompe que vous allez livrer 3 Mirage 2000 dans quelques mois, la plupart des nations compétitrices voient clairement ça comme un aveu de faiblesse. Mais à côté de ça, il y a eu cette annonce de la livraison de nouveaux drones fabriqués par la France, et cela avec une boucle beaucoup plus courte, drones qui auraient déjà été utiles sur le champ de bataille. On voit bien la différence d'agilité entre le format avion de 4e génération et le nouveau format des drones, ultra agile, avec une boucle de formation RH sans aucun équivalent. Alors, est-ce que Terminator avait raison? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo où nous allons parler d'un événement assez intéressant qui a eu lieu en Russie avec l'assassinat d'un pilote d'avion bombardier russe. Et ce n'est pas une nouveauté dans l'histoire de la guerre. Si ça vous intéresse, on fait une vidéo sur le sujet car lors de la guerre des Malouines, les Britanniques avaient réfléchi à ça et lors du conflit et après le conflit Iran-Irak, il y a eu une chasse à l'homme de la part des Iraniens contre les pilotes iraniens qui avaient servi pendant la guerre. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes plus de 65% à regarder ces vidéos, à ne pas être abonné, c'est gratuit, ça vous permet d'avoir une notif quand on sort une nouvelle vidéo. A très bientôt et fly safe.